Le temps, c'est de l'argent. Allez hop, jouez, jouez. Aujourd'hui, on va parler de rythme. Allez, let's go, on l'a fait, la vidéo. Le rythme. Comment avoir l'impression qu'il se passe quelque chose dans votre partie? Je pense que je l'ai mentionné récemment, mais la fameuse phrase célèbre. Il est arrivé qu'un exécutif de Hasbro, je pense, était rentré dans un bureau où des gens jouaient à Donjons Dragons parce que des gens voulaient lui présenter le jeu qu'il vendait. Puis il regardait le monde jouer, puis il était comme « Hey, on dirait vraiment qu'il y a vraiment juste un 30 minutes de le fun dans une session de 4 heures. » Comprenez-moi bien. Mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner des outils pour vous aider à garder le rythme dans vos parties. S'assurer qu'il se passe quelque chose, que les choses avancent. Mais il ne faut pas non plus massacrer votre partie. Fait que c'est un art. Ça s'apprend beaucoup en jouant, puis en faisant des erreurs. Puis crois-moi, tu vas les faire, mes erreurs. Même si je te dis, attention, fais pas ces erreurs-là, tu vas les faire. Puis tu vas faire comme, ah oui, Pierre-Louis en avait parlé, je pense que ça pouvait arriver. Mais c'est en train d'arriver. 5 conseils pour garder le rythme dans tes parties et t'assurer qu'on n'a pas l'impression de perdre notre soirée, ou notre après-midi, ou notre matin. Qui c'est qui joue à D&D le matin? Nous autres, on vient de jouer à D&D le matin, on a fait ça à matin à 10 heures. Donc, la première chose, pour t'assurer de garder le rythme, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un bon conseil, mais je pense que si c'était toute première partie de jeu de rôle et que tu réalises que le rythme, ça s'embourbe souvent, qu'on perd notre temps, que la partie avance pas comme tu voudrais, pose-toi tout de suite la question, combien il y a de joueurs à ta table? Moi, j'aime beaucoup les parties avec beaucoup de joueurs, mais assurément, il n'y a rien qui alourdit plus une partie de jeu de rôle qu'un gros nombre de joueurs autour d'une même table. C'est-à-dire que dès qu'on a plus de 4 joueurs, ça commence à s'alourdir. Je pense qu'il faut des joueurs très matures, puis il faut un maître de jeu qui n'a pas peur que les choses roulent pour avoir plus de 4 joueurs à sa table. Mais si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, c'est peut-être la première chose que tu peux faire, c'est réduire ton groupe de joueurs. Parce que tu n'as pas idée à quel point les choses vont rouler plus vite si tu as juste 2 ou 3 joueurs. C'est fou! C'est fou! On joue avec un joueur et tu n'as pas idée à quel point on peut faire du stock en dedans de 2 heures de jeu parce qu'il y a juste un joueur ou 2 joueurs. C'est sûr que tu enlèves un petit peu le plaisir de la camaraderie, d'avoir un gros groupe d'amis réunis, mais chaque nouveau joueur, c'est des nouvelles anecdotes. C'est des « Hey, puis toi, qu'est-ce qui arrive? Oh, pas grand-chose. Ah, il faut que je vous raconte ça. » Fait que déjà 5-6 joueurs, tu vas avoir un petit peu plus de moments sociaux à gérer. C'est important. On est là pour se rassembler, rattraper le temps perdu. Mais si tu as l'impression que ta partie fait du surplace, sépare ton groupe. 2 groupes de joueurs. Mettons que tu as 6 joueurs et tu es comme c'est la pagaille, envoie-les sur 2 quêtes différentes. Eux autres, ils jouent le jeudi, puis la semaine d'après, eux autres, ils jouent le mercredi. Je sais pas, là, tu sais, mais pour vrai, teste-le, tu vas voir, c'est peut-être juste ça le problème de ta partie qui manque de rythme. Trop de joueurs. Deuxième chose super importante, c'est d'être flexible. Quand on fait de la préparation pour une partie, souvent, on va vouloir bien se préparer. Fait que souvent, on va en préparer plus que pas assez. Puis, j'ai l'impression qu'à vouloir trop se tenir à notre préparation qu'on a faite chez nous, là, quand on était tout seul, bien, parfois, on va justement avoir écrit quelque chose qui avait plus ou moins rapport avec les événements qui ont émergé organiquement autour de la table. Fait que si ton groupe de joueurs veulent vraiment s'intéresser au manoir, que tu as plus ou moins préparé, puis c'est vraiment ça qui les occupe, ils sont comme, il faudrait vraiment aller voir au manoir, ouais, ça va être chouette, on va y aller, nanana. Mais que toi, tu as vraiment préparé une rencontre avec des mercenaires ou avec des hobgoblins, puis tu es comme, comment je peux le squeezer là-dedans, mes mercenaires? Oh, ils vont les attaquer sur le chemin du manoir. C'est possible de le faire, mais j'ai l'impression que tu vas réaliser que ta partie va gagner un nouveau souffle dès que tu vas commencer à perdre le contrôle sur les choses que tu as préparées et les choses que les joueurs veulent faire. Parce que tu te dis, le manoir, j'ai rien préparé, ça me stresse, ça va-tu être poche? Mais j'ai l'impression que de squeezer une rencontre que personne n'a demandé, là, personne n'a demandé à se faire attaquer par des mercenaires, ça peut être intéressant. Je te dis pas que tes mercenaires ne sont pas intéressants. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qu'on va forcer sur le groupe. Puis ce moment-là où on sent qu'on a une rencontre aléatoire forcée,
qui n'est pas cohérente avec ce qu'on a envie de faire ou l'histoire qui a émergé, ben ça nous donne l'impression un peu de perdre notre temps. On se dit comme, OK, bon, mais là, il faut tuer les mercenaires, parfait. Fait que là, on prend 1 heure pour tuer les mercenaires, puis finalement, on a l'impression que cet obstacle-là, c'était 1 heure de matériel qui ne fait pas avancer l'histoire. Puis nous, comme joueurs, on se sent récompensé quand l'histoire avance. Fait que si tu veux vraiment forcer les mercenaires sur tes joueurs, c'est correct, mais assure-toi au moins que cette rencontre-là fait avancer quelque chose. Est-ce que ces mercenaires-là ont une information importante sur la mère d'un des joueurs? Est-ce que ces mercenaires-là ont la carte du manoir? Est-ce que ces mercenaires-là vont amener un nouvel indice pour la suite de l'histoire? Si ça ne fait pas avancer rien, c'est malheureusement, je crois, un petit peu un sentiment de perte de temps pour toi puis pour les gens à la table. Puis même si oui, des fois c'est le fun de faire une petite bataille, quand elle ne fait rien d'avancer ou qu'elle ne change rien à l'état de l'histoire, c'est un peu une perte de temps, malheureusement. L'autre principale perte de temps autour de la table, puis on s'entend là, tu sais, je dis perte de temps, pousse pas tes joueurs dans les fesses, là, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, tu sais. Mais c'est sûr que si ça fait 3 ou 4 sessions que tu viens, puis tu te présentes, puis il n'y a rien qui se passe, il y a des bien bonnes chances que ce soit la fin de ta campagne. Tu comprends? Il faut que les choses continuent d'avancer. Fait que garde ça en tête, là. C'est de l'équilibre, là, ce que je te dis. Là. Mais l'autre grosse perte de temps, c'est souvent quand les joueurs vont parler entre eux. Fait qu'empêche-les de parler! Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu leur décris une situation, puis là, les joueurs se mettent à brainstormer pendant 45 minutes. C'est correct! C'est le fun d'être créatif, de partager nos idées, de faire du roleplay, d'être en personnage, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on le sent comme maître de jeu, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. On le sent des fois que les joueurs sont comme coincés dans leur petite convention sociale. Un joueur fait « Hey, on pourrait tendre une embuscade. Moi, c'est ma force, les embuscades. J'ai comme +2 en embuscade. » Puis là, il y a un autre joueur qui est comme « Non, non, on n'a pas besoin de les attaquer. Là. On devrait juste négocier avec eux. » Puis là, l'autre il est comme « Je pense que l'embuscade, c'est une bonne idée, mais là, je veux pas me mettre entre les deux. Fait que là, je veux pas me chicaner avec eux. » Puis là, soudainement, tu réalises que personne veut caler la shot parce que tout le monde est poli. Puis tout le monde fait « Ah, mais en même temps, l'embuscade, c'est une bonne idée. Pesons les pour et les contre. » Puis là, ils sortent des feuilles, puis là, ils font des listes. Puis là, il y en a un troisième qui fait « Moi, je l'ai une idée. Pourquoi on va pas au magasin? » Puis là, t'es comme « Non, 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 non. On va passer 1 heure à checker toutes les possibilités. » Des fois, il faut juste les remettre sur la piste. Tu peux juste leur rappeler, n'oubliez pas, la situation quand même a une certaine urgence. Donc, dans le fond, si je comprends bien, il y a soit l'embuscade, soit ça. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous venez de faire, c'est juste de leur rappeler qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est un petit rappel à l'ordre aussi qu'en ce moment, on est un peu en train de tourner en rond, puis que toutes les décisions sont valables. Et surtout, vous reclarifiez leurs options. Puis comprenez-moi bien, les options que j'ai mis devant eux, là, c'est pas des options que c'est moi qui ai inventées. Ça, je pense que c'est ça qui est important aussi. Là. Parce que si vous arrivez devant l'auberge puis vous dites... Fait que là, les joueurs, vous êtes devant l'auberge, il y a soit la porte d'en avant, la porte d'en arrière. Vous faites quoi? Soudainement, vous venez quand même un petit peu de forcer la main des joueurs. Vous leur retirez les possibilités de passer par la fenêtre, passer par le sous-sol. Laissez-les brainstormer, mais une fois qu'il y a des idées qui ont émergé, prenez-les puis clarifiez qu'en ce moment, vous avez l'air de vraiment avoir ça ou ça sur la table. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 2 bonnes idées, là! Une des 2, faites-les, s'il vous plaît! Il arrive 10 heures, puis on est quasiment fini, tu sais. Fait que ça va vraiment vous aider à sauver du temps. N'hésitez pas, c'est votre rôle. Puis moi, comme joueur, là, vous n'avez pas idée à quel point des fois je fais « Ah, merci mon doux » quand il y a juste le maître de jeu qui fait « OK, bon, donc ça ou ça vous faites » parce que je suis comme excité à l'idée de reprendre l'action. Puis souvent, comme joueur, on n'osera pas le dire parce qu'on est poli, mais on est coincé dans une espèce de dilemme social où c'est on veut laisser tout le monde parler, on veut pas dire qu'une idée est niaiseuse. Fait que oui, maître de jeu, c'est ton rôle. Prends-le, n'hésite pas, reclarifie les options et relance l'histoire le plus vite possible. Le prochain outil que vous pouvez faire pour vraiment gagner beaucoup de temps, là, c'est comme maître de jeu, vous avez toujours l'option, quand on entre dans une nouvelle scène, vous pouvez la décrire comme une scène, donc vraiment prendre le personnage, le décrire, puis vraiment expliquer chaque petit détail de l'endroit. Donc on va rentrer dans une scène, puis on va la jouer. Là.
Vous entrez dans le magasin, un vieil homme s'approche de vous avec une pipe et vous dit « Bonjour aventurier, que voulez-vous? » C'est un autre très bon personnage, hein? Spontanément de même, te voilà. Ou vous pouvez juste résumer. Donc, toute la scène du magasinage avec le gars qui a une pipe, vous pouvez dire « OK, fait qu'en gros, vous allez voir le gars, puis il vous vend genre 2 épées magiques, fait que vous avez tout ce que vous avez besoin. » Vous pouvez aller vaincre le dragon. Tu peux la résumer de même. Cette scène-là, tu peux soit la jouer, puis on va prendre 20-30 minutes à l'incarner, à parler en personnage ou décrire ce que nos personnages vont dire, ou vous pouvez la résumer super rapidement. Même chose pour un long voyage. Vous partez, là, c'est 8 jours pour se rendre au château des épines. Vous pouvez prendre 7 sessions de jeu pour faire, genre, vous arrivez au village, le maire de la ville vient vous saluer, il y a des monstres qui attaquent le village, vous reprenez la route, oh, il fait froid, vous montez le campement. Ou vous pouvez faire 8 jours s'écoulent, vous croisez quelques gobelins qui vous fuient, étant donné votre réputation, il fait froid et c'est brumeux, mais vous arrivez au château des épines. Tu as ce pouvoir-là. Ça, c'est le plus gros pouvoir du maître de jeu. Puis je pense qu'on ne réalise pas à quel point on a un pouvoir de fou. Tu peux faire une ellipse de 7 ans si tu veux. Tu comprends? Tu peux juste dire, suite au combat avec le dragon, les habitants étaient tellement heureux, ils vous ont construit une statue, tu as enseigné à l'université, toi t'as fait ci, t'as fait ça. 8 ans plus tard, tu sais, tu peux passer par-dessus un long bout de l'histoire pour retourner au moment qui nous intéresse. T'sais. Tu peux skipper n'importe quelle petite interaction que tu juges être inintéressante ou plus ou moins importante à ce qui a l'air de vraiment intéresser tes joueurs. Ou tu peux incarner chaque petite scène. Puis crois-moi, les scènes sont importantes. Mais à peu près 50% de ta job comme maître de jeu, c'est de juger quelle scène mérite d'être incarnée dans une scène qu'on va jouer, puis qu'on va vivre, puis qu'on va faire, puis qu'on va combattre, puis ça va être le fun. Puis quelle scène peut juste être résumée dans un simple descriptif qui va nous amener directement à la partie qui est intéressante. C'est fou, là. Des fois, on se sent la responsabilité de décrire tous les éléments qui nous séparent de la guilde, de faire comme, OK, fait que vous allez à la guilde, fait que vous marchez dans la rue, vous croisez, nanana. T'as pas besoin de faire ça, tu peux faire... On pourrait aller voir le chef de la guilde, puis là, boum, vous arrivez devant la porte, gang, gang, gang. On ouvre en faisant « Bonjour, vous êtes le chef de la guilde. » Tu peux skipper ça aussi. Tu peux skipper les bonjours, tu peux arriver, vous êtes devant le bureau du chef de la guilde, tu sais. Excusez-moi si je m'excite, mais c'est parce que je viens de réaliser à quel point c'est awesome, ce pouvoir-là. Puis tu l'as entre les mains, Internet. Puis je suis tellement content pour toi. Mais pour vrai, c'est probablement la partie la plus fun d'être maître de jeu. C'est qu'est-ce que tu vas décrire, qu'est-ce que tu vas incarner, puis qu'est-ce que tu vas résumer. Puis la dernière chose qui va vraiment t'aider à gagner du rythme dans tes parties, c'est de couper des combats. C'est le fun, les batailles. Je suis jamais contre une bien bonne bataille, moi. Les gens me connaissent, Pierre-Louis le batailleur, comme on m'appelle dans mon coin. Ce que je veux dire, c'est que, supposons que tu achètes une aventure préécrite, que ce soit pour Pathfinder ou Donjon Dragon, tu vas ouvrir à l'intérieur et tu vas voir plein de stat blocks pour des monstres, des adversaires. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces aventures-là qui prenaient pour acquis que tu comptais les points d'expérience pour faire évoluer tes personnages. J'ai l'impression que c'est de moins en moins utilisé. Les gens décident souvent via des milestones de juste donner des niveaux à leurs joueurs quand ils le méritent. Mais ça fait qu'il y a souvent des batailles là-dedans qui sont juste des obstacles futiles sur le chemin des aventuriers pour gruger un peu leurs ressources. Si tu veux gagner du rythme, ou si tu as l'impression que ta partie n'est pas là où elle devrait être, t'es comme hey, on est rendu 9h, il nous reste 1 heure de jeu, puis là, il y a 3 ghouls dans leur chemin avant le chef des cultistes. Ça veut dire que le boss, on va le faire juste la semaine prochaine, puis là, il y a telle personne qui part en voyage. Coupe les ghouls! Coupe les petits combats insignifiants. Je te jure que même si la bataille n'est pas aussi excitante, parce que les joueurs auront perdu moins de ressources, ils vont être un petit peu plus prêts à affronter n'importe quel obstacle, tu vas sauver tellement de temps, puis les joueurs vont être contents d'arriver dans un morceau qui est comme signifiant de l'aventure. N'hésite pas non plus à les contourner, les batailles. Moi, pour vrai, comme joueur aussi, des fois, je croise les doigts que mon maître de jeu va être comme... Je vais essayer de bluffer les gardes, ou je vais essayer de me cacher des ghouls. T'as pas idée à quel point jouer à des jeux vieille école, OSR, comme Dragonbane, Dungeon Crawl Classics, ça montre aussi aux joueurs l'avantage de ne pas chercher à tuer tout le monde. Des fois, de juste contourner un obstacle, c'est plus rapide, c'est plus efficace, puis ça nous sauve du temps. On peut, après ça, retourner rapidement au bout de le fun, d'explorer des nouvelles pièces, trouver des nouveaux trésors,
ou affronter des monstres qui sont signifiants pour l'histoire. Fait qu'hésite pas, là. Surtout si tu roules une aventure préécrite. Moi, quand je roule un module de Pathfinder, là, souvent je vais couper la moitié des monstres. Tous ceux que je trouve pas le fun, j'y coupe, j'y roule pas, parce que la vie est trop courte pour tuer des ghouls insignifiantes. Puis, hey, je m'excuse d'avance pour toutes les ghouls qui nous écoutent, puis qui entendent ça, puis qui se disent « Je suis pas insignifiant, c'est pas parce que je mange des cadavres que je mérite pas de respect. » Fait que voilà Internet, c'était mes petits conseils sur le rythme dans vos parties de jeux de rôle. Alors que vous soyez une ghoul ou non, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez avoir toutes sortes de propositions, des propositions de quêtes, de boutiques magiques ou autres, vous allez pouvoir trouver ça sur notre boutique Itch! C'est là que je mets toutes les affaires de jeux de rôle. Quand j'ai une idée, je pose ça là, puis la plupart sont gratuites. Il y a une masterclass en plus qui est vraiment awesome. On a travaillé tellement fort dessus. Ça vaut la peine. Des vidéos pour apprendre à devenir meilleur maître de jeu.